tous et bienvenue à ce webinaire sur le management en couleur. Je suis Géraldine Ratry et je suis responsable marketing chez QuickMS. Et pour animer ce webinaire, je suis entourée de Lina et Olivier. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Lina Gouvignas, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS et je vais co-animer le webinaire du jour avec Olivier. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Christol, je suis coach et formateur et j'ai ma propre entreprise et je fais ça depuis, je suis coach depuis 10 ans. Voilà. Top, merci beaucoup. Du coup, pour ce webinaire, on va parler de la méthode DISC. On est ensemble pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Il va y avoir une première partie de plus de présentation de QuickMS qui en est, mais qui ne dure pas. Ça ne va pas durer très longtemps. On va assez vite rentrer dans le vif du sujet sur la méthode DISC, etc., avec un échange entre Lina et Olivier. Juste les petites règles du jeu, n'hésitez pas, je pense que vous connaissez parce que vous avez l'habitude des webinaires. En bas à droite de votre écran, vous avez un petit onglet chat. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire coucou dans cet onglet. Si vous avez des questions, vous avez un onglet juste à côté de l'onglet chat qui s'appelle l'onglet questions. Donc, vous pouvez poser vos questions. Mais si vous posez vos questions dans l'onglet chat, on y répond quand même. Il n'y a aucun problème. Et ben voilà, et ben on va commencer. Je vais partager la présentation. Je vous laisse me dire. Moi, je le vois. Est-ce que vous le voyez bien? C'est OK? Ouais, on le voit bien. Ah, moi, je ne le vois pas du tout. Alors là, c'est bizarre. Est-ce que juste dans l'assemblée... Hop. Ah, ça y est, je le vois. Ouais. Ah, c'est bon, c'est OK. On me dit que c'est OK, donc top, merci. Allez, un petit focus sur QuickMS, sur qui on est. QuickMS, en fait, ça a été créé en 2018 après que la DSN, la déclaration sociale nominative, ait été rendue obligatoire. Du coup, on est un éditeur de logiciels et on édite 2 logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui est une BI RH et qui permet d'automatiser et digitaliser tout le pilotage RH et les rapports légaux. Et un deuxième outil qui s'appelle Crew et qui permet d'automatiser et digitaliser toute l'expérience collaborateur. Donc, dans cet outil Crew, on a des fonctionnalités de type digitalisation des entretiens, automatisation aussi des renvois de campagne d'entretien, pilotage des objectifs, des enquêtes, etc. etc. On va rentrer dans le vif du sujet, ça y est. Olivier, je te laisse te présenter un peu sur ton œuvre. Ouais. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'informatique. C'est ce qu'on voit un peu derrière. Là. C'était mon quotidien. Travailler sur des serveurs. Donc, j'ai été chef de projet, manager pendant 12 ans. Et depuis 2013, comme je le disais tout à l'heure, je me suis complètement réorienté sur une activité beaucoup plus centrée sur l'humain et moins sur la technique, bien qu'en tant que manager, quand même, l'humain était super important. Et donc, je suis maintenant coach depuis 10 ans. Donc, j'interviens en tant que coach, formateur et facilitateur en intelligence collective dans les entreprises. Dès qu'il y a des problèmes de cohésion d'équipe, des problèmes de communication, quand il faut faire monter en compétence les managers, voilà, c'est tout ce qui va tourner autour de l'innovation aussi managériale. Donc, tout ça, ce sont des sujets que j'aide les entreprises à développer et pour améliorer la performance individuelle et collective dans l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Allez, on rentre dans le vif du sujet là, sur la méthode DISC. Et en effet, un des outils que j'apporte énormément dans les entreprises, que ce soit au niveau des collaborateurs, au niveau des managers, c'est la méthode DISC. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode DISC? Ça a été développé par William Moulton Marston. Donc, il est parti, on va dire qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Les émotions des gens normaux ». Ça peut paraître assez rigolo. C'est quand même une innovation qui date depuis 1928. Et donc, c'est à partir des émotions et de ces travaux qu'a été construit le modèle DISC, en tout cas tel que je l'utilise moi dans la méthode que j'utilise. Donc, c'est un modèle d'analyse et de compréhension des comportements, c'est-à-dire qu'en observant les comportements de quelqu'un, on va pouvoir savoir quelles sont ses préférences, quels sont ses besoins, de quoi il a besoin en termes de communication, quels sont ses points forts, quels sont ses points d'effort. Voilà, c'est vraiment de l'observation. Donc, c'est un outil d'analyse comportementale qui est simple et opérationnel. Pourquoi? Moi, je le vois dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens, notamment des TPE, PME, mais même dans les grands comptes, ça marche. C'est la méthode DISC. Généralement, au bout d'1 heure, les gens, ils ont compris.
Et quand vous les revoyez au bout de 5 ans, ils s'en rappellent encore et ils ont compris comment ça marche. Donc, j'ai fait d'autres utilisations d'autres outils comme le MBTI ou MBTI. C'est très puissant. Par contre, les gens, ils ont du mal à retenir, ils ont du mal à s'en servir, en tout cas dans une équipe. Et l'intérêt du disque, c'est ça, c'est simple et opérationnel, que ce soit pour l'individu et pour fonctionner avec d'autres personnes. Ensuite, c'est objectif. Alors, en fait, il n'y a pas d'interprétation. C'est descriptif, on décrit le comportement, c'est fiable. Donc moi, je fais passer des analyses comportementales à 93% du temps. Les gens, ils se retrouvent dans le rapport qui est édité. Et c'est humaniste parce qu'on va voir, il y a différents profils et il n'y a pas de bons et de mauvaises, il n'y a pas de bons et mauvais profils, comme il n'y a pas de bonnes et mauvaises couleurs, quoi. Voilà. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est au-delà de vous faire découvrir la méthode DISC, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez l'appliquer au quotidien et ce qu'elle peut vous apporter au niveau RH et au niveau managérial. Donc, moi, j'apporte la vision RH. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser. On va y répondre au fur et à mesure au cours du webinaire. Et après, bien évidemment, à la fin, on a Géraldine qui fera le timekeeper, mais à la fin, on essaiera de répondre au maximum de vos questions, voilà, en espérant que vous puissiez rester si jamais on déborde un petit peu. Est-ce qu'on arrive à tourner? Ouais. Yes. Ah, voilà, on y est. Super. Donc, en fait, pour comprendre vraiment comment ont été définis les 4 profils, hein, le rouge, le jaune, le vert et le bleu, en fait, on part du principe qu'une personne, quand elle arrive dans un environnement, donc on est sur l'axe vertical, là, est-ce qu'elle considère l'environnement comme hostile ou plutôt favorable? Donc ça, c'est une personne qui arrive dans un environnement. Par exemple, vous rentrez dans une salle de réunion. Est-ce que vous allez considérer que l'environnement est plutôt hostile? Donc, vous allez un peu avoir peur des gens qu'il y a dedans. Ou vous arrivez dans un environnement favorable, vous vous dites, bah, en fait, non, il n'y aura que des gens qui vont être plutôt sympas, qui vont être bienveillants. Et puis ensuite, dans cet environnement-là, en tant qu'individu, est-ce que vous vous sentez plus fort que l'environnement ou plus faible que l'environnement? Et donc là, on commence à avoir déjà 4 cadrans qui commencent à se dessiner. Généralement, quelqu'un qui considère l'environnement comme hostile et qui se sent plus fort que l'environnement, il va vouloir dominer. Ça va être la personne qui est dominante dans une relation à l'autre, il va vouloir dominer. C'est quelqu'un qui va souvent avoir envie d'avoir le dernier mot, par exemple. Donc en fait, c'est le D de dominant. Ensuite, si vous êtes dans un environnement perçu comme favorable et que vous vous sentez plus fort que l'environnement, là, on va retrouver un profil, le profil I, c'est le profil influent. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être vraiment à l'aise dans cet environnement-là, qui va avoir une vraie capacité à transmettre ses idées. Ensuite, on a le profil vert, le S. Donc, c'est des gens qui considèrent que l'environnement est favorable, mais ils se sentent plus faibles que l'environnement. Donc, ils vont vouloir maintenir une stabilité de l'environnement. D'où le S, c'est cette stabilité. On va vouloir maintenir une stabilité, une certaine harmonie dans l'environnement et limiter les changements. Et ensuite, on a le profil bleu, le C, donc, qui considère que l'environnement est perçu comme hostile. Il se sent plus faible que l'environnement. Donc, pour arriver à évoluer dans cet environnement-là, il va mettre en place des règles, il va mettre en place un cadre ou des normes. Donc, c'est des gens qui sont dans la conformité et qui vont facilement se conformer à des règles. Voilà déjà de manière globale. Après, derrière, on va voir quelles sont leurs caractéristiques. Donc, finalement, si on peut passer sur le slide d'après, merci. Donc, le profil rouge, dominance, c'est des gens, ils vont droit au but, ils passent en force, ils décident très rapidement, ils sont dans l'énergie, ils tombent, ils se relèvent. En fait, pour eux, voilà, le challenge et la notion de résultat est super importante. Ensuite, généralement, ce sont vos chefs d'entreprise. Oui. Je caricature, mais ouais. Bon, généralement, c'est les CEO. Exactement, CEO, et qui ont aussi bien souvent du jaune. Donc, le profil jaune, c'est quoi? C'est des gens qui sont hyper influents. Donc, ils arrivent quelque part, très vite, ils vont arriver à mettre en place un réseau, à créer des relations avec les gens. Donc, ils vont faire jouer un réseau de relations. C'est des gens très optimistes et avec beaucoup de confiance. Dès qu'on leur propose quelque chose, ils y vont sans forcément réfléchir. Ils trouvent que les choses sont géniales. Et ils sont très forts dans la séduction et dans la conviction. C'est-à-dire que dans leur communication, ils vont être vraiment à l'aise pour trouver les arguments, pour permettre d'influencer les personnes qui sont en face d'eux. Les profils verts comme… Géraldine. Exemple, Géraldine. Je suis sûre qu'elle est jaune, Géraldine. Elle a beaucoup de jaune. On va préciser qu'un profil n'est pas qu'une seule couleur. Exactement. Mais Géraldine, je pense que sa couleur dominante, c'est le jaune. Exactement. Et on n'est pas une couleur. On a une dominante d'une certaine couleur et on n'est pas forcément une couleur parce que sinon, ça serait enfermant, quoi.
Le profil vert, donc, il recherche cette stabilité. Donc, l'idée, c'est qu'il va mettre en œuvre les choses de manière très méthodique et pas à pas. Il ne va pas faire des grandes révolutions comme le ferait un profil rouge, qui peut changer du jour au lendemain de sujet pour pouvoir atteindre son résultat. Le profil vert, ça va être très méthodique, très du pas à pas. C'est des gens très persévérants. Donc, vous leur donnez quelque chose à faire. Si c'est dans leur domaine de compétences, ils vont vraiment persévérer pour atteindre le résultat. Ils sont dans de l'amélioration continue et ils ont une grosse qualité, c'est qu'ils écoutent et ils rassurent. Donc, ce sont des profils, généralement, moi, dans les formations, je le reconnais, ce n'est pas ceux qui parlent le plus, ce n'est pas les gens qui partagent le plus ce qu'ils ont, mais en fait, ils sont dans une posture d'écoute. Et ensuite, les profils bleus, donc ce sont des personnes qui recherchent cette conformité. Ils vont mettre en place des stratégies, des plans d'action très précis. Ils sont objectifs et sans état d'âme. Il y a très peu d'émotionnel dans ce qu'ils vont pouvoir partager. Et ils vont suivre des procédures et ils ont souvent une discipline personnelle très forte. Donc, comme le disait… Pardon ? Les comptables sont bleus. Exactement. Alors, ça serait bien qu'ils soient bleus parce que c'est vrai que je discutais encore ce matin avec une personne qui a quasiment 100% de jaune. Donc, la partie chiffres et la partie comptabilité, elle n'aime pas trop ça. Donc, elle me disait qu'elle l'avait délégué à une personne parce que, justement, la partie bleue, ce qui correspond à du bleu, ne lui correspond pas, quoi. Parce que, comme le disait Lina, donc en fait, on a des dominantes de couleurs, on n'est pas une seule couleur. Donc, ça m'arrive souvent quand je fais des présentations, il y a des gens qui me disent, mais en fait, on met des gens dans des cases. Donc, l'objectif, ce n'est pas de mettre des gens dans des cases, c'est de savoir déjà quel est notre point de départ et garder en tête que le modèle DISC est une simplification de la complexité humaine. Donc, évidemment, à un moment, on va arriver sur quelque chose qui peut paraître réducteur et en même temps, qui est un super point de départ de se dire, bah, tiens, par exemple, j'ai une dominante de rouge, une dominante de jaune, je prends conscience que je n'ai pas trop de bleu ni trop de vert, ou inversement. Ça permet aux gens d'avoir déjà cette prise de conscience de leur mode de fonctionnement. Et en tant que manager aussi, c'est intéressant de comprendre les profils couleurs de ses collaborateurs, parce que, évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un d'avoir un projet qui correspondrait à un profil rouge s'il est vert. D'accord ? Par exemple, ou de demander à un profil jaune de s'occuper de toute la partie qualité du service, qui serait plutôt pour un profil bleu, de le donner un profil jaune parce qu'il ne va pas être à l'aise avec ça. Ce n'est pas son truc de mettre en place de la qualité. C'est plutôt des gens qui sont très créatifs. Voilà, donc l'idée, c'est… Est-ce qu'avec le temps, comme les gens évoluent, évoluent, changent, certes, on a tous une couleur dominante, mais est-ce que, par exemple, si Géraldine a un jaune dominant, aujourd'hui, peut avoir un vert ou un bleu ou un jaune dominant demain. Est-ce que la couleur dominante peut changer ? Alors, la couleur dominante, je ne dirais pas. Ou alors, il faut vraiment une grosse rupture dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, qui va obliger la personne à un moment à développer d'autres caractéristiques, d'autres couleurs. Alors, je peux partager, par exemple, mon cas à moi, de formation ingénieur. Je pense que quand j'étais salarié dans l'entreprise, même si j'ai été manager, j'étais plutôt dans un profil bleu-vert, voire vert-bleu, quoi. Voilà. Et depuis 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai dû, pour atteindre du résultat, pour pouvoir développer mon réseau, développer le rouge et le jaune. En même temps, je vois très bien que même si j'ai développé le rouge et le jaune, ce ne sont toujours pas mes couleurs dominantes. En tout cas, ça peut être mes couleurs dominantes quand je suis en adapté, c'est-à-dire dans mon environnement professionnel. Après, quand je reviens dans quelque chose de perso, eh bien, je sens que je suis beaucoup plus dans le vert et voire dans le bleu, quoi. Voilà. Qui sont mes couleurs de base, en fait. En fait, il faut comprendre qu'on a des couleurs quand on fait une analyse comportementale. On a des couleurs de base qui correspondent à notre profil quand on est dans un environnement où on se sent en confiance. Et après, on a des couleurs, un profil adapté qui est quand on doit s'adapter à un environnement. Typiquement, moi, quand je suis dans ma vie perso, je suis quand même différent dans ma vie pro, où il faut que je développe mon business, il faut que j'entre en relation avec des personnes, donc je développe certaines couleurs. Après, il ne faut pas que cette évolution soit trop forte, parce qu'au bout d'un moment, ça consomme de l'énergie psychique chez les gens, quoi. Par exemple, quelqu'un qui serait très vert et qui développe, qui pousse son rouge pour être dans quelque chose où je vais relever des challenges, des défis en permanence, au bout d'un certain temps, ça peut consommer de l'énergie psychique chez les gens parce que ça les met en suradaptation permanente. Par contre, ce que j'observe, c'est que quand on le fait pendant un moment, eh bien, ces couleurs-là vont évoluer, quoi. Pour revenir sur ce que tu disais, Lina, en effet, ma base va changer.
C'est-à-dire que là où j'avais peu de rouge, si je refais une analyse au bout de 3 ans, dans ma base, je vais voir que mon rouge a augmenté, et c'est mon cas, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que ça donne comme info chaque couleur? La dominance, donc la couleur rouge, c'est la capacité à faire face aux difficultés ou aux défis. C'est-à-dire que plus j'ai des rouges, et plus on va pouvoir me confier des challenges. Par exemple, si vous avez un collaborateur avec des couleurs rouges, il ne faut pas lui donner des projets pépères, il faut le challenger. Moi, j'avais quelqu'un dans mon équipe, comme ça, qui avait une forte dominance de rouge. Quand je voulais qu'il fasse quelque chose, je lui disais, j'ai envie de te donner un truc, mais je pense que tu ne vas pas y arriver. Et rien que de dire ça, ça le motivait pour pouvoir y arriver, quoi. Parce qu'il avait ce côté challenge, quoi. Ensuite, la personne influente, c'est quelqu'un qui a une capacité vraiment à transmettre ses idées à son entourage. Donc, comme je disais tout à l'heure, plus on a de jeunes et plus on a à même de pouvoir faire passer des idées, de pouvoir transmettre des idées, de pouvoir influencer les autres. Les profils verts, donc ce sont des gens qui ont une capacité à répondre à un rythme et à la variation de l'entourage et surtout à maintenir une stabilité de l'environnement. Donc, c'est vrai que la capacité à répondre au rythme et variation de l'entourage, ça peut paraître un peu contradictoire. Et ce sont des gens qui vont maintenir justement une stabilité de l'environnement. Et les profils bleus, c'est des personnes qui ont une capacité à respecter les règles et les procédures de leur entourage. En fait, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas qu'une seule couleur, donc ce qu'il faut voir, c'est la combinaison des deux. Typiquement, Lina parlait d'un CEO. Moi, perso, je trouve qu'un CEO, c'est bien qu'il ait du rouge et du jaune, parce qu'en effet, être CEO, c'est relever des challenges et des défis. Et puis, c'est aussi savoir communiquer pour pouvoir embarquer les gens dans une vision, quoi. Si on n'a pas ça, ça paraît un peu compliqué, quoi. Et ce CEO va sûrement se mettre en binôme avec quelqu'un qui est plutôt dans la stabilité, dans la conformité, pour que cette vision et les idées qu'a le CEO, en fait, le directeur général adjoint puisse mettre en place cette stratégie et la rendre concrète, quoi. Ça, c'est super important. Et c'est important que les deux personnes aient conscience de leurs différences, parce que celui qui a le profil rouge, qui voudra changer et qui va peut-être tous les 2 mois changer de vision pour atteindre le résultat, eh bien, il va être tempéré par le profil vert de son collaborateur, de son adjoint, qui va lui dire, attends, par rapport aux équipes, si on change tous les 2 mois, là, ils vont tous devenir fous. Donc, on va quand même maintenir une certaine stabilité de l'environnement pour pouvoir mettre en place les choses et créer des process, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ce phénomène-là, enfin le système des couleurs, pour voir les complémentarités qu'on peut mettre dans des équipes ou entre deux personnes ou dans un groupe, quoi. Alors, que peut apporter la méthode DISC au RH? Voilà, donc ça, c'est les questions qu'on va se poser. Donc, la première chose que ça peut vous apporter, c'est déjà de mieux recruter. C'est-à-dire que quand vous connaissez les profils, les types de profils dans vos équipes, eh bien, vous pouvez, quand vous êtes en phase de recrutement, déterminer un peu les types de profils que vous devez recruter. C'est-à-dire que si dans une équipe, vous avez majoritairement une couleur dominante, vous savez que pour qu'elle soit performante, à un moment donné, c'est bien de diversifier un peu les couleurs. Plus vous avez de membres dans votre équipe, plus normalement le profil que vous allez recruter doit présenter certaines caractéristiques. Enfin, vous aurez moins de liberté dans les choix des types de profils que vous allez recruter. Donc, il faut connaître les couleurs, en fait, les types de profils que vous avez dans vos équipes pour savoir quel type de profil est à même de mieux s'intégrer au sein de votre équipe. Ensuite, ça vous permet de mieux comprendre les motivations profondes des candidats, c'est-à-dire que en fonction du type de poste, en fonction du type de responsabilité qu'ils vont avoir, c'est sûr que si jamais vous avez un profil dominant rouge pour un poste où finalement il n'y a pas beaucoup de challenge et où il n'y a pas beaucoup de responsabilités, à un moment donné, sur le long terme, ça peut bloquer. Et enfin, vous pouvez anticiper les risques d'inadéquation culturelle ou managériale, c'est-à-dire que si jamais vous avez un manager d'un certain type de couleur, il faudrait peut-être éviter d'avoir des profils qui sont… Alors, arrête-moi, Olivier, si je me trompe. Mais pour anticiper les risques d'inadéquation culturelle ou managériale, je pense que c'est bien d'avoir des différences de couleurs dans une équipe, mais pas non plus trop diversifiées en fonction du type de manager qu'on a. Complètement. Donc, ça, c'est plutôt au niveau humain. Oui.
Et alors, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, alors moi, on fait appel à moi, notamment les startups, et des fois, les demandes sont complètement différentes. C'est-à-dire que les personnes recherchent un profil qui est complètement différent, justement pour apporter une complémentarité à l'équipe. Et des fois, on me dit non, au contraire, on voudrait un profil qui correspond complètement dans l'équipe, parce qu'on a déjà eu des profils complètement différents qui ont mis la zizanie dans l'équipe complète, quoi. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir que le disque permet de capter un profil qui répond aux besoins soit de l'équipe, soit de l'entreprise. Parce qu'on parle de l'équipe, mais on parle aussi de culture d'entreprise. C'est-à-dire que si dans la culture d'entreprise, c'est la créativité, si l'innovation, c'est on va rechercher des idées folles, intégrer un profil bleu qui pourrait mettre en place de la qualité dedans, des fois c'est trop tôt de mettre quelqu'un comme ça. Cette personne-là, dans cet environnement-là, où en fait rien n'est cadré, rien n'est encore bien finalisé en termes de process par exemple, mais cette personne-là risque de souffrir dans l'entreprise. Donc en fait c'est super intéressant pour arriver à capter, à recruter la bonne personne qui correspond à l'équipe et dans l'instant T. On en a un peu parlé, ça permet aussi de favoriser la cohésion d'équipe. Alors là, comme c'est ton graphique, je vais te laisser parler, puis je vais te poser des questions aussi. Oui. En fait, l'idée, c'est que, en effet, quand on fait passer l'analyse comportementale à toute une équipe, donc là, on voit, c'est vraiment une très grosse équipe, on peut faire un diagramme d'équipe global. Alors, soit on peut juste avoir la personne, mais soit on peut mettre les points de toutes les personnes. En fait, en quoi c'est intéressant pour de la cohésion d'équipe? Déjà, ça permet de voir les différences qu'il y a entre chacun des profils. Généralement, moi, quand je travaille sur une équipe, je fais donc une analyse comportementale par personne, je leur fais un debriefing pour qu'ils comprennent vraiment que chaque personne puisse comprendre ses points forts et ses points d'effort. Et puis après, on fait un débrief d'équipe comme ça, et ça permet de comprendre, par exemple, pourquoi le profil 4, celui qui est complètement dans la partie créativité, peut avoir des problèmes de communication avec le profil 19, là, celui qui est complètement sur la gauche, quoi. En fait, ça aide à comprendre. Donc, ça permet d'adapter la communication. Et c'est rien que de pouvoir faire comme ça un séminaire de cohésion d'équipe, ça aide en effet à réduire les tensions et les conflits dans l'équipe. Lina, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu voulais prendre... Ouais. Tu n'as pas le micro. Alors, pour compléter, ce qui est intéressant, c'est de se dire, par exemple, sur un diagramme comme ça, eh bien, on se dit, tiens, si le manager est ici, est dans la partie coopérative, on se dit, tiens, avec le groupe qu'il a, ça va sûrement bien se passer, quoi. Mais imaginons, on change de manager et on a quelqu'un qui est complètement en haut à droite, en orienté résultat. On se dit que il peut se passer quand même une période de transition un peu délicate, quoi. C'est-à-dire que le manager va se retrouver avec, donc ça sera un nouveau manager qui serait un profil rouge. Il se retrouvait avec une équipe qui est en majorité dans le vert. Il se peut qu'il y ait quand même des problèmes si le manager n'a pas conscience que son équipe est une équipe de profil vert, en majorité. Lina, est-ce qu'on t'entend? Ouais, normalement, vous devez m'entendre. Ouais, c'est bon. Ouais. Un petit bug. Ma question, c'était, moi, on parle souvent de diversité dans les équipes et on se dit souvent que plus on a de profils diversifiés, plus on a de couleurs dans une équipe, plus on est complémentaire et donc l'équipe est forte. Si par exemple je me projette dans une équipe finance, est-ce que avoir une multitude de couleurs, ça reste intéressant? C'est-à-dire, moi par exemple, au niveau RH, j'aurais tendance à me dire, bon, il faut un peu diversifier dans l'équipe, mais en même temps, leurs responsabilités et leurs postes, en fait, j'aurais plutôt tendance à rester sur des profils bleu-vert. Moi, c'est ce que je rouge, fais aussi. Tu vois, mais majoritairement rouge. Ouais, mais en fait, du coup, c'est vraiment la couleur managériale sur laquelle il faut prêter attention dans ce genre de cas. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que ça dépend des objectifs de l'équipe, quoi. Personnellement, je ne sais pas ce qu'un profil jaune peut faire dans une équipe finance, mais par exemple, si on prend les avocats, on peut se dire, c'est des gens, ils vont vraiment respecter la règle. Ils vont respecter le droit, ils apprennent des choses par cœur. Donc, on peut se dire, tiens, ça peut être plutôt des profils bleus. En même temps, moi, à chaque fois que je suis allé voir un avocat, je trouve qu'ils sont super créatifs. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des choses entre les lignes. Ils vont
rarement défendre une personne pour la raison pour laquelle elle est venue. Ils vont trouver, donc ça demande vraiment de la créativité, le meilleur chemin pour pouvoir appliquer des règles. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, je dirais c'est vraiment, ça dépend de l'objectif. Maintenant, si tu as quelqu'un dans la finance qui va juste faire des tableaux avec des indicateurs, des trucs comme ça, il vaut mieux prendre un profil bleu. Hein. Si tu prends un profil jaune, il risque de souffrir s'il n'a pas cette capacité à exprimer sa créativité. Tu vois Mais est-ce qu'un profil bleu, est-ce que c'est pas compliqué de trouver un profil bleu avec du jaune parce que c'est un peu opposé comme type de personnalité? Complètement, ouais. Ça existe. C'est ça qui… En fait, si tu veux, dans chaque couleur, tu as différents critères qui définissent la couleur d'une personne. Par exemple, le profil jaune, les critères qui sont évalués, c'est la confiance à s'engager dans quelque chose, c'est l'enthousiasme et c'est l'influence. En fait, il y a 3 critères différents. Mais tu peux très bien avoir quelqu'un qui regroupe les 3 couleurs bleues, mais qui à un moment va avoir une partie de la couleur jaune, un des critères de la couleur jaune, qu'il a développé et qui va permettre de satisfaire au moins un des critères de la couleur jaune qu'on va chercher. Quoi. Le bleu, c'est les critères du profil bleu, c'est observation détail, c'est la prudence et c'est le respect des règles et procédures. En fait, on se retrouve avec 3 critères contre 3 critères, mais des fois, il y a des profils bleus qui ont règles et procédures et observation détail, mais ils ont la partie prudence qui est basse parce que c'est des gens super confiants et qui sont prêts à s'engager sur des choses différentes. Donc, ils ont quand même des caractéristiques du jaune, même si ce n'est pas toutes les caractéristiques, ils ont quand même des caractéristiques du jaune qui vont leur permettre de s'engager sur des choses, de développer une certaine confiance. Voilà. C'est vrai qu'après, ça peut paraître antinomique. Et en même temps, ça existe. Quoi. L'autre point que j'avais relevé, moi, au niveau RH, forcément, c'est que ça permet d'adapter le management. Alors, on en a un peu parlé, et notamment, si on a une équipe verte, qu'est-ce qui se passe si on a un manager rouge ? Et ça peut aussi permettre de favoriser l'engagement et la motivation en tenant compte de ce qui motive ou freine chaque type de personnalité. Alors ça, peut-être que tu peux nous en parler. Tu as peut-être un exemple à nous donner. Est-ce qu'on peut dire qu'un manager qui a une couleur proche de celle de ses équipes, finalement, va favoriser l'engagement et la motivation des membres de son équipe que si jamais il a une couleur totalement différente ou est opposée? Alors, moi, je dirais qu'en fait, si les gens n'ont pas conscience des différences de profil, c'est pas un problème si le manager a les mêmes couleurs que ses collaborateurs. Et généralement, en plus, dans le recrutement, il risque de prendre des gens qui sont à peu près comme lui. Quoi. Maintenant, si l'objectif, toujours c'est une question d'objectif, hein, si l'objectif c'est de développer de nouvelles choses, d'apporter de la valeur à l'équipe, donc en créant en apportant des couleurs différentes, eh bien, c'est important d'avoir une équipe qui est variée, mais c'est important que le manager ait conscience de ça. Parce qu'imaginons, par exemple, un profil de manager qui serait 100% vert, il se retrouve avec un profil rouge dans l'équipe. Ce profil rouge va le bousculer, quoi. Il va lui demander des challenges, il va lui demander des choses avec du résultat, avec de l'enjeu, là où le profil vert ne va pas forcément comprendre ça, quoi. Par contre, si le manager est formé, et bien justement, là, il va pouvoir ajuster son style. Le manager va pouvoir s'adapter à son collaborateur, il va pouvoir comprendre ses motivations, il va pouvoir comprendre ses besoins, et il va pouvoir le nourrir en fonction de ses besoins. Et vice-versa, un manager qui serait 100% rouge, il faut qu'il comprenne qu'un profil vert, ce n'est pas quelqu'un à qui on va demander de changer du jour au lendemain, quoi. Donc, s'il en a conscience, eh bien, en fait, ça veut dire qu'on se retrouve avec un manager qui va être capable de travailler avec toutes les couleurs. Après, on parlait tout à l'heure de l'équipe, c'est même des fois, quand on a conscience des caractéristiques des couleurs, ça reste compliqué de travailler avec certaines personnes, quoi. Il faut que… Ouais, vas-y. Est-ce que il n'y a pas… est-ce qu'on peut dire que, en fonction de… Alors, attends, je vais essayer de bien formuler le truc. Mais genre, majoritairement, est-ce que les managers, ils sont pas plus rouges et jaunes que verts, en fait? Alors moi, je travaille dans une très grosse entreprise que je ne vais pas citer. Je fais passer des analyses comportementales. Donc, toutes les couches managers de proximité, donc ceux qui gèrent les équipes directement, ils sont quasiment tous bleu-vert à 80%.
Et par contre, quand on monte dans les couches, quand on arrive à la couche direction, là, on se retrouve avec des profils rouges, voire rouge-jaune, quoi. Voilà. Donc, ça, pour répondre à ta question, finalement, les gens qui ont une dominante de rouge vont se retrouver dans des postes de direction, parce qu'en fait, c'est ce besoin de dominer et de pouvoir contrôler les décisions, les choses comme ça, qui va ressortir. Donc, ils vont vouloir avoir des postes avec beaucoup de responsabilités. Et finalement, les profils de managers bleu-vert, ils vont rester en contact avec les collaborateurs, parce qu'il faut mettre en place des process, il faut être quand même à l'écoute des collaborateurs. Donc, en fait, c'est vraiment deux choses qui ne sont pas forcément différentes, mais qui sont complémentaires et qui correspondent à des profils différents. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors. On a perdu Lina. Lina, si, c'est bon. Et du coup, ton micro est coupé. T'as pas de chance. Tu reviens. Ok, on a compris. Il y a une question. Il y aurait un plafond de verre pour les profils bleu-vert, justement, comme tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des typologies de profils qui étaient plus en haut de l'échelle dans l'entreprise. Alors, en fait, moi, je vois, à force les personnes que je coach le plus, ce sont des managers. Et j'entends beaucoup de managers me dire « Ah, mais j'ai pas envie de monter dans la hiérarchie parce qu'après, c'est hyper politique, c'est un panier de crabes, ils se mangent tous les uns les autres. » Voilà, peut-être que le plafond de verre, c'est ça. Finalement, c'est quand je monte dans la hiérarchie, je me retrouve, dans la plupart des temps, dans les entreprises, avec des gens dominants, donc des profils rouges, dans cette couche haute de la hiérarchie. Et les gens qui ont des profils plutôt bleu-vert, ils ont du mal à se projeter comme ça dans ce groupe de directeurs où ils sentent qu'il y a des guerres d'ego, les gens ils essayent de se dominer l'un l'autre, il y a beaucoup de politique. Et donc ça peut être un plafond de verre. Après, ce n'est pas une généralisation, hein, mais ça peut être une des raisons de ce plafond de verre. Alors, autre chose que la méthode DISC peut apporter, et là c'est vraiment purement RH, c'est le pouvoir de mieux accompagner les collaborateurs dans leur développement personnel et professionnel. Donc nous, en tant qu'RH, on entend souvent parler des ambitions des collaborateurs, notamment de vouloir évoluer, et par défaut, majoritairement, les gens, quand ils pensent évolution, ils pensent management. Et on s'aperçoit que il y a des gens qui ne sont pas faits pour manager et que finalement, c'est bien de vouloir évoluer, mais le management n'est pas la seule direction pour pouvoir évoluer. Donc moi, par expérience, par exemple, j'avais des gens qui voulaient évoluer, qui avaient fait le tour de leur poste et qui ne voyaient que le management, mais qui n'étaient absolument pas faits pour manager. Et donc, en fait, c'était des personnes qu'on a fait évoluer sur des responsabilités plus expertes dans l'opérationnel. Donc, je prends par exemple le bleu-vert, qui à un moment donné, quand on l'a fait évoluer vers un poste managérial où il y avait moins d'opérationnel et plus de réunions, de décisions stratégiques, ça ne lui convenait pas du tout. Et donc, c'était un échec. En fait, donc, il voulait évoluer, on l'a fait évoluer, mais on ne l'a pas fait évoluer vers quoi il aurait dû évoluer par rapport à sa personnalité, par rapport à son profil. Et quand on est revenu vraiment le mettre sur un profil plus expert, avec certes une branche managériale, mais vraiment opérationnelle, on a vu que là, il s'épanouissait vraiment. Donc moi, au niveau RH, ce que j'aime bien au niveau de la méthode DISC, c'est que, notamment dans les entretiens professionnels que nous avons l'obligation de faire tous les 2-3 ans, c'est intéressant de voir un peu quel est en gros le profil de vos collaborateurs, parce que souvent, ils vont dire « Ah bah moi, je veux évoluer vers du management ». Ils ne pensent pas évoluer vers un poste d'expertise opérationnelle avec une branche managériale. Et souvent, on attrait l'évolution managériale à un poste où on fait que du management et moins d'opérationnel. Donc moi, je trouve ça intéressant au niveau RH. Et donc, du coup, ça vous permet de faire des vrais plans de développement au sein de vos entreprises et surtout de ne pas vous planter dans les mobilités internes et notamment dans les reconversions des collaborateurs. Ça, c'est mon avis. C'est très pertinent. Moi, j'ai bossé dans une entreprise où, à la fin, ils avaient mis en place des filières techniques, enfin des passerelles techniques pour monter dans la hiérarchie en devenant expert, donc de l'expertise technique. Et c'est vrai que quand la seule
possibilité d'évoluer dans son boulot et de gagner plus, c'est le management. En fait, c'est vraiment une triple peine que s'imposent les entreprises. C'est que souvent, ils vont prendre quelqu'un de technique qui est super bon, un expert, ils vont le mettre manager, alors qu'il n'a pas, souvent, il va devenir manager pour augmenter son salaire, alors qu'il n'en a pas forcément les compétences et ce n'est pas naturel chez lui. Donc, il va vouloir manager par la technique et donc, il va dire aux gens quoi faire et comment le faire. Il va se retrouver avec une équipe qui est complètement démotivée. Donc, lui, il quitte un boulot qui est là où il était super bon pour prendre un poste où finalement, il ne va pas être terrible. Et en plus, il va pénaliser toute une équipe, quoi. Donc, en fait, ça va pénaliser aussi toute l'entreprise. Et c'est vrai que le fait de mettre en place des voies techniques dans une entreprise, c'est super important que les gens ils arrivent à augmenter leur salaire et qu'ils aient cette impression de continuer à progresser d'un point de vue salarial, quoi. Et j'ai travaillé dans une autre entreprise à Sophia Antipolis où il y avait un expert sécurité qui gagnait autant, qui avait le même grade dans l'entreprise qu'un manager d'un plateau de 120 personnes, quoi. Parce que c'était un gourou en sécurité informatique et donc cette personne-là, elle gagnait autant que l'autre. Et c'était, je trouve que c'est bien, quoi. Et on le voit rarement dans des entreprises, quoi. On le voit de plus en plus, mais c'est assez rare. Et bien évidemment, ça permet d'améliorer la communication interne. Alors, de fait de mieux comprendre les profils de chacun, ça permet aussi de comprendre aussi les réactions et donc potentiellement d'adapter son discours. Alors nous, par exemple, chez KMS, on est sur une culture feedback. Donc, si jamais vous êtes dans vos entreprises, dans une culture où il y a beaucoup de communication, d'échange et de feedback, ben, c'est vrai que connaître la personnalité de vos collègues et de vos collaborateurs, ça peut aider lorsque vous avez certains messages à transmettre. Moi, je sais qu'au niveau RH, il y a certains messages que je ne vais pas passer de la même manière d'une personne à une autre. Voilà. Et ça favorise bien évidemment une culture de la compréhension et de l'écoute active. C'est-à-dire que quand vous adaptez votre discours aux personnes, et elles accueillent mieux le discours. C'est un environnement, on va dire, plus favorable, moins conflictuel, et surtout, les gens, ils se sentent un peu plus compris. Et donc, ça, pour moi, je trouve ça intéressant. Après, la complexité, c'est de savoir aussi cerner la couleur des personnes. En fait, alors, il y en a, c'est dominant, donc c'est très clair. Voilà. Et d'autres, il faut creuser un peu plus. C'est intéressant ce que tu dis, Lina. Je me permets de juste faire le timekeeper. Il est moins 20 et du coup, je pense qu'on peut... On peut avancer. On peut avancer un peu. Désolée, je vous coupe un peu. Alors, on s'est posé quelques questions avec Olivier, questions pour lesquelles vous pouvez rajouter des questions. Donc, la première question que je vais poser à Olivier, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les membres d'une équipe collaborent ensemble? Voilà, surtout si elles ont des couleurs différentes. En fait, c'est justement quand on fait des séminaires de cohésion d'équipe, c'est de comprendre les caractéristiques de chaque couleur, de comprendre ses propres caractéristiques, de comprendre les caractéristiques des personnes qui ont des couleurs différentes. Et c'est que chacun fasse l'effort, comme tu le dis tout à l'heure, Lina, en fonction de la couleur, tu vas adapter ta communication. Eh bien, c'est que, par exemple, si j'ai une dominante de bleu et que je travaille avec un profil jaune, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse l'effort de communiquer comme le ferait un profil jaune. C'est-à-dire qu'un profil bleu ne va pas être dans l'émotionnel, un profil jaune va l'être beaucoup. Ça veut dire que la partie tout ce qui tourne autour de la relation est quelque chose de super important. Donc, en tant que profil bleu, il va falloir que je crée la relation avec le profil jaune, que je discute avec lui, peut-être de ce qu'il a fait le week-end, avant de rentrer tout de suite dans le sujet, quoi. C'est comme ça que... Mais ça, alors ça rejoint un peu la deuxième question qui est de savoir s'ils peuvent vraiment collaborer ensemble, parce que du coup, c'est quand même hyper compliqué. Genre, est-ce que si le bleu n'arrive pas à s'adapter au jaune, c'est vraiment rédhibitoire, tu vois, en fait. En fait, ça demande un effort de chacun, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait une analyse comportementale, par exemple, si on voit qu'on n'a pas de jaune, eh bien, c'est de se dire quelles sont les petites actions que je peux mettre en place dans la journée pour commencer à développer ce jaune pour être capable de travailler avec tout le monde. Mais après, c'est encore une fois, c'est l'objectif de la personne. C'est-à-dire que si ce profil bleu, il n'a pas d'objectif de travailler avec le profil jaune, il n'a pas forcément d'effort à faire. S'il a un objectif, est-ce que lui-même, il a comme objectif de se dire je vais quand même développer certaines couleurs parce que ça va m'aider dans mon environnement professionnel.
Donc, en fait, ce qui est intéressant quand on fait du disque dans une équipe, c'est prise de conscience, comme tu disais tout à l'heure, de me connaître moi, c'est du développement personnel, mais c'est aussi apprendre à travailler avec les autres. Donc, c'est travailler sur cette adaptation, comment je vais pouvoir adapter ma communication, comment je vais pouvoir faire pour pouvoir travailler avec tout le monde, en fait, qui peut être un objectif. Est-ce qu'on peut tricher? C'est-à-dire, je suis bleu, je n'arrive pas à communiquer avec un jaune. Est-ce que je peux prendre un vert ou un rouge pour m'aider? Genre, je demande de l'aide à un collègue pour faire passer un message. Genre, en fait, moi, j'interviens donc dans une banque pour des chargés de développement territoriaux. Et je leur dis, quand, par exemple, quelqu'un qui est bleu 100%, il va avoir un profil jaune, je leur dis, faites-vous accompagner de quelqu'un qui a plutôt une dominante de jaune aussi. C'est un travail en binôme. C'est-à-dire que si la personne sent que ça lui demande trop d'efforts d'aller se transformer en jaune et de faire un peu du fake, là, eh bien de se faire accompagner de quelqu'un qui a la couleur, qui va pouvoir créer la relation, et lui, en tant que profil bleu, il va être là avec son cadre, avec une vision très détaillée des choses, très pointue, eh bien, ça peut aider, quoi. Donc, oui, on peut se faire aider d'un profil pour entrer en relation avec d'autres personnes, pour pouvoir mieux bosser avec eux, quoi. Et alors, quels sont les avantages et les inconvénients, si je peux tourner la question comme ça, d'avoir une équipe qui est 100% de la même couleur? En fait, par exemple, si tu as une équipe 100% jaune, tu peux te dire qu'il n'y aura pas trop de process dans l'équipe, parce que c'est souvent les profils bleus qui vont mettre ça. Il y a de fortes chances que la partie résultat, qui est plutôt la partie rouge, en fait, ils vont avoir beaucoup d'idées, ils vont être vachement créatifs, ils vont faire plein de choses, mais qui vont peut-être être désorientés du résultat. Et dans tout ce à quoi ils vont penser, ils vont peut-être pas être trop dans l'écoute des retours. Donc, ils vont se dire que leurs idées sont tellement géniales. On pense à un nouveau produit qu'on va mettre en place dans l'entreprise, mais si tu n'es pas à l'écoute des retours de tes clients internes, en fait, ça se trouve, personne ne va utiliser ton produit, alors que tous les profils jaunes trouvaient qu'il était complètement génial, quoi. Et ils ne comprennent pas. Donc, en fait, c'est ça le travers. C'est quand on est vraiment focalisé sur une couleur dans une équipe, ça peut être une des difficultés. Maintenant, tu peux très bien te dire, je veux une équipe de jeunes, de gens complètement créatifs. C'est ceux qui vont, ça va être le hub des idées farfelues de la boîte. C'est eux qui vont nous amener à des idées, travailler et qu'on va pouvoir transformer pour l'adapter aux clients. Mais on a un hub de gens hyper créatifs et qui vont sortir, eux, ils sortent Mais des du idées coup, du cette équipe chapeau. jaune, il faut qu'elle soit cadrée par un rouge-bleu, ou tu vois, il faut apporter un cadre, non? En fait, Alors, finalement, pas forcément, si l'objectif de cette équipe-là, c'est de la créativité pure, tu vois. Ils vont, en fait, tu leur donnes des objectifs de comment atteindre, par exemple, imaginons une équipe marketing. Comment vendre ce produit-là? Les gars, vous êtes une équipe, vous êtes 4 dedans, là. On va vous demander les idées les plus farfelues. Peu importe si c'est décorrélé du résultat, peu importe. On vous demande les idées les plus farfelues parce que vous êtes capable de les avoir. Nous, derrière, on va être capable de les retravailler pour les transformer. On donne ça à un autre service qui va les transformer en quelque chose de beaucoup plus cohérent, quoi. Voilà. Il y a une question très pragmatique dans le chat, c'est comment souvent les personnes donc, ont un mélange de couleurs, avec une dominance, mais ont un mélange de couleurs, et comment on fait une analyse, en fait, pour détecter la couleur? Je pense que c'est ça la question. Comment on fait une analyse pour détecter la couleur d'un collaborateur ou d'une personne? En fait, moi, ce qui me paraît le plus simple, les profils rouges et les profils bleus, pour le faire verbalement et pour pouvoir identifier. Les profils rouges et les profils bleus, ce sont des gens qui sont orientés sur la tâche. C'est-à-dire que sur le travail qu'il y a à faire, les profils jaunes et les profils verts, ce sont des gens qui sont orientés sur la relation. D'accord? Donc, la priorité du profil bleu, du profil bleu et du profil rouge, ça va être qu'est-ce qu'il y a à faire. Le rouge, ça va être la notion de résultat. On a ça à faire et c'est ça le résultat qu'on va atteindre. Et le bleu, ça va être c'est ça qu'il faut faire, mais comment on va faire pour pouvoir l'atteindre? D'accord? Ça, c'est la différence déjà. Et ensuite, le jaune et le vert, c'est des gens qui sont orientés sur la relation, donc qui sont tournés vers l'autre. Le jaune, c'est pour transmettre ses idées et donc communiquer. Le vert est plutôt dans l'écoute. Ensuite, donc ça, on était sur les axes le haut et le bas. Maintenant, si on sépare en vertical, le bleu et le vert, ce sont plutôt des gens introvertis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se ressourcer en étant seuls. Quand ils sont fatigués, ils vont se ressourcer dans des endroits plutôt paisibles et ils ont besoin d'être seuls. Les profils rouges et jaunes, ce sont des gens plutôt extravertis et ils se ressourcent en allant au contact des autres. D'accord? Et moi, généralement, quand je veux identifier un profil, je regarde déjà, j'identifie
son non-verbal, son paraverbal, parce que ça donne de l'information. Et je regarde plutôt, donc, c'est quoi qui les intéresse? Est-ce que c'est ce qu'il y a à faire ou c'est la relation? Et puis après, est-ce que c'est des gens plutôt introvertis, extravertis, quoi? Et ça me permet de me donner une grille de lecture et alors de mettre une hypothèse sur son profil. Parce que des fois, on a des surprises. Moi, j'ai connu un formateur, il s'approche de quelqu'un, il lui dit « toi, t'es rouge ». Moi, je ne fais jamais ça. Je me mets une hypothèse et derrière, je vais vérifier, par exemple, s'il est plus orienté sur la tâche que sur la relation, quoi. D'accord. Et évidemment, après, il y a des belles analyses comportementales qu'on peut faire et qui marchent très bien. Alors, question. Quelle est la couleur d'un dirigeant d'entreprise? Bon, ça, je pense que c'est facile, on en a parlé. Ouais. Couleur de vie dont on parle. En rouge. Rouge, jaune, tu vois. En fait, le côté jaune est vachement important pour embarquer les gens, pour quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a une vision, quoi. Et rouge, évidemment, pour le résultat, quoi. Est-ce que c'est foireux d'avoir un dirigeant qui est bleu-vert? Genre, t'as un CEO bleu-vert. Ça dépend de la boîte. Dans les ESS, c'est les économies sociales et solidaires, tu as souvent des gens qui sont verts, très tournés vers un monde meilleur, quelque chose comme ça. Un monde un peu utopiste, hein, entre guillemets. Et d'ailleurs, une des difficultés qu'ils ont, c'est le résultat derrière, quoi, parce que justement, il leur manque pas mal de rouge. Ouais. Manager? Manager, j'ai envie de dire que ça dépend de l'objectif de l'équipe, ça dépend de l'équipe. Donc, par exemple, si on prend des commerciaux qui doivent aller chercher du nouveau client, qui sont orientés sur le résultat, il vaut mieux qu'on ait un manager avec un profil rouge qui va gérer des gens rouges pour pouvoir vraiment les booster. Maintenant, si on a des commerciaux dont l'objectif, c'est de rappeler des clients, d'être plus dans on va réchauffer du client, là, on peut se permettre d'avoir des profils verts qui vont aller recontacter les clients, créer la relation, être dans l'écoute, écouter les besoins des clients pour pouvoir faire remonter aux équipes qui vont créer des nouveaux produits. Et là, ça peut être managé pour un profil vert. Après, moi, ce que j'observe, hein, c'est que le manager profil rouge, c'est un peu un manager des années 80 qui va être directif. Et les nouvelles générations, maintenant, ce n'est pas ce qu'elles recherchent. Moi, je le vois hein, dans les équipes, là, les nouvelles générations, elles veulent qu'on leur demande leur avis, elles veulent qu'on les écoute, elles veulent être motivées, que le développement personnel, c'est quelque chose de super important. Eh bien, donc un jaune-vert. Exactement. Un jaune-vert, là, va correspondre mieux à ce genre de profil. Ils vont se sentir mieux compris, quoi. Voilà. Un RH, idéalement, sa couleur? Alors, RH, moi, j'ai envie de dire que vous avez quand même beaucoup d'écoute. C'est super important. Écouter les collaborateurs, donc il faut quand même du vert. Vous avez des process RH, j'imagine, à respecter, à mettre en place. Donc, on va dire un petit peu de bleu. Et ensuite, je dirais du jaune parce que je trouve que dans votre métier, il y a quand même de la communication, il y a de l'accompagnement au changement et il faut quand même arriver à embarquer les gens et influencer, quoi. Et donc, voilà. Ce que je mettrais en moins dans un métier de RH, c'est peut-être la partie rouge parce que l'impression que j'ai, c'est que c'est un peu comme en coaching, vous avez une obligation de moyens et pas forcément de résultats. Si tu commences à avoir du rouge sur une personne, tu vas être obligé de sortir ton fouet et de le taper. Donc là, tu vas passer en mode persécuteur de fou pour faire évoluer quelqu'un, alors que toi, ton boulot, ça va être de « Ah, ben, tu as besoin de ça, on va mettre les moyens. On va te coacher, on va te former, on va faire ci, on va faire ça. » Tu vois, c'est plus du moyen que sur du résultat, quoi. Un collaborateur chouineur professionnel? Alors là, je dirais plutôt un profil vert. Parce que s'il chouine dans son coin, ça veut dire qu'il ne va pas exprimer globalement son désaccord, ce que ferait un profil rouge. Donc, on est plutôt à l'opposé du profil rouge, ce serait plutôt un profil vert. Ou un profil bleu qui va râler dans son coin parce qu'il critique, parce que les choses ne sont pas faites comme il aimerait que ce soit fait, mais il ne va pas vraiment au contact, quoi. Voilà. Un collaborateur toujours d'accord avec tout? Alors, ça peut être un profil jaune parce qu'ils sont super enthousiastes. Donc, ils vont « Waouh, génial !» En fait, c'est leur phrase. Hein, souvent, vous proposez un truc différent dans une réunion. « Waouh, génial !» En fait, ils acceptent toutes les idées. Donc, ils peuvent être d'accord avec tout. Et après, ça peut être aussi un profil vert qui, justement, pour ne pas aller au conflit, eh bien, va pour maintenir la relation, parce que sa plus grande peur, c'est de perdre la relation avec l'autre. Donc, va être d'accord avec tout et ne va pas montrer d'opposition. Voilà. Je fais tout seul parce que les autres ne savent pas faire. Ah, c'est génial, ça. Bleu, ça. Alors, bleu et rouge. C'est-à-dire que je fais tout seul. C'est le mec qui avance devant tout le monde. Et voilà, c'est comme ça. Et parce que les autres ne savent pas faire, et là, ça peut être du bleu, parce que ça veut dire que le bleu, donc il est sur comment on va faire les choses, et c'est lui qui sait le mieux comment on doit faire les choses. Voilà. Et cette phrase me fait penser à quelqu'un que je coachais.
et qui avait la croyance qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, quand on a une croyance comme ça qui appartient vraiment à quelqu'un qui est quand même assez rouge-bleu dans le truc, pour déléguer, c'est très compliqué, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'un rouge-bleu, managérialement parlant, c'est un peu compliqué ou pas? Parce que le rôle d'un manager, c'est aussi de déléguer quelque part. Exactement, ouais. Alors, s'il a une croyance comme ça au fond de lui et qu'en plus, il a ces couleurs-là, ça risque d'être très compliqué, quoi. Ouais. Ok. Un collaborateur qui prépare doucement sa fuite. Ben, là, pareil, moi, je dirais soit du vert pour la peur d'aller au contact en fait, doucement, ça fuite. Ça veut dire qu'il ne veut pas que ce soit su pour ne pas entrer en relation, en conflit avec quelqu'un. Ou alors, ça peut être un profil bleu qui, lui, ne veut pas faire de vagues et il prépare son départ tranquille, bien sagement dans son coin. Ouais. S'il y a des gens dans vos équipes dont vous aimeriez savoir la couleur, n'hésitez pas à poser la question dans le chat à Olivier. Il va y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Eh bien, alors moi, évidemment, j'interviens dans les équipes et je fais passer des analyses comportementales, mais je propose aussi des formations certifiantes sur le disque. Donc, c'est une formation de 3 jours. Il y a 2 jours de, on va dire, théorie mise en pratique. Ensuite, il faut faire passer des débriefings à des cobayes, entre guillemets. Et ensuite, il y a une journée de certification. Et puis après, c'est donc un accompagnement des équipes RH. Donc, je fais des interventions dans l'entreprise où on prend une équipe RH, on les forme au modèle disque, on les certifie et derrière, elles sont autonomes pour faire passer des analyses comportementales et faire des débriefings aux personnes. Parce qu'en fait, il y a l'analyse et le débriefing. C'est quand même 2 choses super importantes. Généralement, quand on envoie l'analyse comportementale à la personne, bon, elle lit le rapport, mais c'est moins puissant que si derrière, elle a un débriefing avec quelqu'un qui l'aide à prendre conscience de certaines choses et c'est beaucoup plus éclairant. Et puis, toujours dans cette offre-là, on propose des packs d'analyse de 200 analyses qui sont vraiment importantes. Alors, il y a marqué pour les entreprises de plus de 500 personnes, ou en tout cas des boîtes qui ont des besoins des besoins d'analyse au courant, parce que consommer 200 analyses, s'il n'y a pas de volume, ça n'a pas de sens, quoi. Mais l'idée, on propose vraiment des packs super intéressants pour les entreprises de plus de 500 personnes. Voilà pour aller plus loin. On avait fait un podcast ensemble, enfin un épisode podcast ensemble où on a moins parlé du côté RH managérial, ou en tout cas on s'est un peu plus étalé sur aussi la partie perso. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode-là. Donc c'est On papote, on s'interroge, le titre du podcast, et c'est l'épisode 9. Voilà, et là, vous pourrez avoir un peu plus d'astuces et de connaissances de la méthode DISC, notamment sur votre vie perso, ce que ça peut donner. On a parlé des couples en plus, je pense, dans cet épisode-là, si je me souviens bien. Ouais. Donc, voilà. Et on arrive au bout de ce webinaire. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On peut encore prendre quelques minutes avant d'y répondre. Sinon, pour ma part, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Vous pourrez avoir le support et le replay dans les prochaines heures, prochains jours, Géraldine. D'ici demain. Voilà. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, d'ici demain. Et si jamais vous avez besoin en disque, vous appelez Olivier. Voilà. Super, merci.